3 hommes et une femme dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1995. En compagnie de Philippe Bouvard, Sim, Francis Perrin, Vincent Perrault et Evelyne Leclerc. Une question facile de Monsieur Servet de Bruyères. Qu'a fait 2 fois seulement dans sa vie le roi Soleil, Louis XIV? Oh non, c'était plutôt un fin limier. Oui, il avait des favorites, il était très actif de ce côté-là. Il a jeûné? Non. Il a joué au théâtre? Non. La grasse matinée. 2 fois seulement dans sa vie. Il a été aux toilettes? Ah, on se rapproche. Ah oui, parce qu'il était tout le temps sur sa chaise versée. Il a fait naturellement, il était constipé en fait. Non, c'est-à-dire qu'il a invité des gens pendant qu'il était, parce que ça se faisait. Mais ça, il faisait tous les jours. Tous les jours, c'était au petit lever, au coucher, tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, il a publié des souvenirs intitulés Guerre et paix. Eh ben, il a fait sa toilette que 2 fois seulement dans sa vie. Alors, il a pris un bain 2 fois seulement dans sa vie. Ah. Bonne réponse de Sim. Oh là là. Ça devait. Il se parfumait à cette époque-là. Il se lavait pas. Il s'enduisait d'eau. Il se parfumait. Et par-dessus la crasse. Ah. Il paraît que dans les couloirs de Versailles, ça puait la c'était pas possible. Il balançait les pots de chambre à travers les fenêtres. Et vous savez qu'il y a le marquis de la Serpillière qui a inventé Serpillière. Il y a eu un marquis de la Serpillière. Et c'est vrai. C'est une histoire. Tout ce qui concerne Versailles, on peut lui faire confiance. Et les autres, ils venaient avec des seaux comme ça, et les gens, ils faisaient même pas dans les seaux, ils faisaient dans les recoins. Ils faisaient tous leurs besoins, et le marquis de la Serpillière trouvait ça dégueulasse, et un jour a inventé un chiffon qu'il passait, qui restait la Serpillière. Mais il paraît que Louis XIV était tellement couvert de crasse que c'est lui qui a inventé cette expression en disant, pour faire l'amour, viens, on va casser la croûte. Mais c'est une horreur. Oui. Mais vous sortez que des horreurs, monsieur Sim, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On va casser la croûte. En tout cas, on aura appris l'existence du marquis de la Serpillière. Saint-Simon n'en parle pas, du marquis de la Serpillière. Vous êtes sûr? Oui, sûr. C'est vrai que vous êtes très proche du roi Soleil. Vous. Très proche. Oui. Vous voyez, vous, faire vos petits besoins comme ça dans l'escalier? Non, pas dans l'escalier, non, au milieu de la galerie, non. Dans le couloir, mais pas bon. Ah bah il y avait une histoire qui est une histoire vraie, c'est Orson Welles quand il venait à Paris dans un grand hôtel qui était l'hôtel des Beaux-Arts, et puis il venait dans des hôtels comme ça, et puis l'homme aux clés d'or demandait le lendemain à son assistant, il disait mais où est le chien de monsieur Welles? Mais l'assistant disait mais il n'a pas de chien. Et parce qu'il retrouvait au milieu de la chambre d'hôtel, il faisait quelque chose de très agréable. Il payait, mais enfin les gens ils cherchaient le chien. C'est une histoire vraie. Juste avant le passage. Vous savez que c'est arrivé à Pierre Brasseur, ça, qui avait eu des mots avec un restaurateur. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, il lui en voulait beaucoup. Et un jour, il a voulu se venger, Brasseur. Il est entré dans le restaurant. Il a été au milieu de la salle, il s'est déculotté rapidement et l'offre. Il est ressorti devant les regards très étonnés des convives et surtout des maîtres d'hôtel qui lui ont demandé pourquoi il faisait ça. Il est sorti, il a regardé l'enseigne du restaurant, il dit merde, je me suis trompé de restaurant. C'était pas le bon. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est cool. Ce que vous n'avez pas dit et qui explique peut-être l'attitude un peu surprenante par ailleurs d'Orson Welles, c'est qu'il était venu à Paris pour une adaptation théâtrale de Colombin et Colombine. Mais il y a une histoire, mais c'est une troupe qui joue en province, c'est une histoire vraie, qui joue en province, et il jouait le Cid et tout, et il y a un comédien qui avait très envie de faire pipi et qui était myope. Il n'avait pas ses lunettes et il dit putain, avant d'entrer en scène, il joue, le roi du Cid était en petite jupette et tout. Il dit j'ai envie de pisser et tout. Et le régisseur dit c'est au bout du couloir. Qui paraît comme ça. Il ouvre la porte, il lève sa jupe et il se met à pisser. Seulement c'était la porte qui donnait sur le public. Et il a pissé devant le public, mais ça c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Comme il y a une histoire aussi comme ça qui est formidable, c'est un chef d'orchestre la salle était pleine, c'était à Pleyel. La salle Pleyel, un grand chef d'orchestre, il s'appelait Célibidache, avec les cheveux blancs, il s'appelait toujours Célibidache. Très chef d'orchestre, très austère, avec une toile comme ça. Et il y avait tout l'orchestre de Paris qui était devant comme ça. Et il arrive comme ça, il salue les gens, il y avait 1500 personnes, 2000 personnes, il salue comme ça, et il se retourne donc avec l'orchestre comme ça. Et le premier violon s'aperçoit que ce grand maître de son habit n'avait pas fermé sa braguette. Et discrètement, il lui fait maître,
Il lui montre la braguette. Et là, il a eu un réflexe étonnant. Il s'est tourné vers 1500 personnes pour fermer sa braguette au lieu de rester devant les musiciens. Ça, c'est formidable. Ça, c'est un réflexe extraordinaire. Je crois que c'est au même concert que, croisant un musicien dans un couloir du théâtre, vous lui avez dit trombone ou piston et qui vous a dit au fond du couloir à gauche. Bon, il n'y a plus rien sur ce sujet. Oh non, écoutez, là, on va... J'en ai d'autres, mais je le garde, moi. Vous remarquerez que Evelyne Leclerc, qui n'est pas plus pudibonde qu'une autre, ne dit jamais rien. Parce qu'elle, contrairement à nous, elle a dépassé ce que Freud appelait le stade anal. Ah oui. C'est pas votre truc, Ça hein. me fait rire depuis... Je préfère les histoires d'amour. Mais ça, oui. Moi, j'aime pas ça. Ça me T'aimes fait... pas, toi? Non, ça me fait chier. Moi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Martinet de Sevran. Le grand-père découvrit l'électricité. Le père imagina la spectrographie et le fils découvrit la radioactivité. De quelle famille s'agit-il? Curie? Non, c'est là que je vous attendais. Faraday? Et d'ailleurs, ce nom, ce patronyme, sert, c'est justice, Volta. à qualifier une unité de C'est mesure pas Volt. Ampère. en matière de radioactivité. Vraiment une grande famille scientifique, avec des prix Nobel et tout ce qu'il faut. Ça finit par height. H-E-I-T. Non. Non, ça c'est Fahrenheit. Non, c'est Fahrenheit. pas la chaleur, ça. Non, ça, c'est degrés. Enfin, Evelyne vous a beaucoup aidé en vous disant comment le mot ne finissait pas. Hein. Je fais ce que je peux. Voilà. Et je suis sûre que je vais vous donner la réponse, je vais être épatée. C'est pas home Non, non, OHM? ça c'est Ah, ça l'électricité. pourrait. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Et quand même, hein. C'est bien. Il y en a là-dedans. C'est mon home. Et en parlant de radioactivité, on s'en sert. On dit, c'est devenu quoi? Oui, quand il faut effectivement quantifier une radioactivité. Oui, mais au moment on entendait ça sans arrêt. Tchernobyl. Au moment de la catastrophe de Tchernobyl, oui. Je suis pas persuadé qu'on l'entendait sans arrêt, mais enfin, si vous l'avez entendu une fois, vous allez peut-être vous en souvenir. L'inventeur de la radioactivité se prénommait Henri. C'est le nom de mon grand-père, ça vous intéresse pas spécialement? Ça aide. Ça aide vachement. Hein. Bien. Mais vous, Bien, vous Henri. êtes plutôt radioactive, hein? Oui. Et pas très active à la radio. Oui, en voilà, revanche. Tu peux parler, là. Ah, c'est pas Becquerel. C'est Becquerel. Ah oui. Excellente réponse de Sim. Alors là, comme dirait Evelyne, vous m'embouchez un coin. Question de Madame Luigi. Que prétendait-on guérir autrefois avec une fessée à l'ortie blanche? Oh, les rhumatismes ou des problèmes de circulation sanguine. La congestion. Non. Et certains sont persuadés encore aujourd'hui que ça donne des résultats dans ce La domaine. constipation. Bon, à mon avis, ça doit quand même C'était par dilater rapport le truc au un peu. froid, hein. par rapport à... Non. C'est une maladie du corps ou c'est simplement dans la tête? Il paraît que c'est un peu dans la tête, mais enfin, il y a des symptômes très physiques. La danse de Saint-Guy. L'épilepsie? Non. La migraine? Non. La neurasthénie? Quelque chose qui angoisse ceux qui en sont atteints, qui La frustre tarte. parfois leur entourage. L'impuissance. L'impuissance. Exactement. Ah. Bonne réponse de Vincent Perrault. On pensait donc que l'ortie blanche guérissait l'impuissance des messieurs. Et en fait, il n'y a que sur les dames que ça donnait des résultats, puisque ça provoquait les cloques. Voilà. Ça me rappelle mon dernier fiancé, je vais aller acheter une botte. Il a la migraine? C'était pas terrible. Non. Enfin bon, on peut pas gagner. Alors, mais dans ces cas-là, tu lui faisais croire que en simulant ou... Ah non, non. Bah, elle pouvait pas simuler. Je parce qu'il y avait rouspétais. rien. Ouais, bah oui. Ah oui. Ouais. Que ça Déjà? Le seul qui parmi nous ne risque pas d'avoir cet inconvénient, c'est Castelli, parce qu'il fouette drôlement, lui. Mais c'est Tristan Bernard qui parlait justement des réactions des femmes, des différentes réactions qu'elles peuvent avoir devant la panne passagère. Il disait, il y a les sensibles qui pleurent, il y a les cruelles qui se moquent, et puis il y a les courageuses. Ah oui, C'est joli. Vous appartenez à quelle catégorie? Oh, les trois. Ça dépend du moment. Question de Madame Marcy. Au temps du Christ, quelle personne était considérée comme irresponsable
au point que son témoignage n'était jamais pris en compte devant la justice? La femme? La femme. Bonne réponse de Vincent Perrault. La femme. Il a fallu lutter. C'est comme ici, quoi. Oh non. On disait même à l'époque qu'elle n'avait pas d'âme. Hein. C'était... Alors aujourd'hui, bon, on est plus aussi catégorique. Il y a encore un doute. Tenez, une question féministe. Ah. Question de Madame Randon. Quelle est la seule femme qui ait pondu des œufs? Ma sœur. Une femme qui pond des œufs. Seule femme. Oui. C'est une spécialité thaïlandaise, ça. Non. Ça vient c'est la mythologie, ça. C'est la mythologie. Ah oui, c'est Leda. C'est Leda, exactement. Bonne réponse de Sim. C'est après ses amours avec le cygne. Vous savez que le cygne, c'était en fait Zeus. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces deux œufs? Romulus et Romulus. Mais non. Romulus et Rémus. Mais non. Ils confondent le romain et le grec, là. Du jaune et du blanc. C'est pour ça ils ont fendu les Eurasiens. Les œufs. Il y avait Nicolas Poussin. C'est là où est venu les Eurasiens. Il y avait Et ce qu'il y avait dans les œufs, ça devait faire ensuite Des un truffes. certain bruit. Hercule, non? Il y avait Non, pas Hercule. Ils étaient très liés d'ailleurs. Les frères siamois. C'était deux frères qui restent à jamais liés Ajax. dans nos mémoires. Niaquet, oui, c'est ça. Castor et Pollux. Castor. C'était Castor et Pollux. Bonne réponse, la deuxième de Sim. Et vous aviez dit quoi, Ajax et... Ajax et moi j'ai dit Moniaquet. Et là, ce sont tous les deux. On a hésité avec Jacob et Delafont aussi. Non, mais on fait la grande lessive, là, on sent. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Des anecdotes sur Orson Welles, Pierre Brasseur sont entre autres au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1995. En compagnie de Philippe Bouvard, Sim, Francis Perrin, Evelyne Leclerc et Vincent Perrault. Question de Madame Daligan. Quel empire doit-on à Anselme, Salomon et Nathan Meyer? Le cinéma... La Metro-Goldwyn-Mayer. Non. Un empire qui porte un autre nom aujourd'hui. Mais un véritable empire, hein. Et qui plus est, avec un caractère international. L'empire Les éditions industriel. Nathan. Les éditions Nathan, a dit maman. On n'applaudira pas exceptionnellement parce qu'elle s'est mis complètement le doigt sous le chapeau. Vincent vient demander là, un empire industriel. Industriel. Ah oui, enfin, vraiment, c'est une puissance dans le monde et ça fait près de 2 siècles que ça dure. Alors, je vous rappelle le nom de ces 3 fondateurs. Anselme, Salomon et Nathan Meyer. C'est dans l'édition? J'en suis toujours à Nathan, moi. Oui, continuez, vous êtes mal parti, mais continuez. Mais je déblaye comme ça, je déblaye le terrain. Ils étaient 4 ou 2? 3. Anselme, Salomon et Nathan Meyer, ou Anselme, Salomon, Nathan et Meyer? Non. Meyer, c'est leur nom de famille et il y a 3 prénoms. Ils sont 3 c'était frères. des frères. Oui, Ça 3 change. Il y en frères. avait un qui faisait qui jouait au théâtre. On lui disait Anselme, mon grand. Anselme pour le 2. Ça fait du fric. Ah oui, beaucoup. C'est des canons? Non. La puce. Ça se mange. La naissance de leur empire coïncide avec une bataille survenue au lendemain de la Révolution française. Et ils ont été les premiers informés du résultat de cette bataille par le télégraphe Chappe. Le sondage. Non. Et donc, ils ont pu faire certaines opérations commerciales avant les autres. Tout est parti de là. C'est une arme. Ils ont pas inventé une arme, non? Non. Donc ils ont monté ce truc-là à l'issue d'une bataille qui leur a rapporté. Bon, c'était pour blesser. Beaucoup d'argent. C'était les gens blessés, les morts et tout ça, les pompes funèbres, non? Non. Il s'agissait de savoir quelle était l'issue du combat avant les autres. L'espionnage, une espèce de... Non, pour prendre position, acheter certaines choses, en revendre d'autres. Et ils ont connu l'issue du combat avant tout le monde. Oui, à l'époque, les communications... Ils étaient sur place, n'étaient donc. pas très rapides. Non, ils ont été alertés
par un système de télégraphe qui devait, je pense, préfigurer le fameux télégraphe Ils ont Chappe. inventé la bourse. Leur réussite s'est très très vite rapprochée de la bourse, oui. Mais des actions, ils ont lancé des actions. Donc ils ont Les pris des paris. C'est pas les paris. Le pari mutuel. Non, non. C'est l'ancêtre de la bourse, quoi. C'est pas tout à fait l'ancêtre parce que c'est très ancien, hein, la bourse. Ils ont ensuite La spéculation. spéculé en bourse, bien sûr, et au lendemain de cette bataille, ils ont très fortement spéculé. Et ils n'ont ils ont pas créé- cessé depuis, mais enfin, ils ont fait aussi d'autres choses. C'est pas moi, ça. Et non. C'est un rapport avec la... avec Attendons-nous rien. à quelque chose de définitif. Les éditions Nathan. Ah ben, je m'attendais pas à ce que cette question demeurât sans réponse. Nous applaudissons Madame Daligan. C'est pour lui permettre de gagner une fois de temps en temps. Ah oui, mais Sur c'est le nombre de mérité. questions, quand même. En plus, c'est une bonne question, vous allez voir. Anselme, Salomon et Nathan Meyer ont fondé ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Empire Rothschild. Ah oui. C'est le nom d'origine des Rothschild, avant qu'ils aient été anoblis notamment. Bravo. J'aurais pas trouvé non plus. Non, hein, c'est vrai. Hein. Mais je vous en veux pas. Hein. Merci. Nous avons un budget pour vos erreurs. Question de Madame Léger. Quand peut se produire un malaise postprandial? C'est ne pas se réveiller de l'anesthésie. Non. C'est quand on a fait un câlin avec quelqu'un et après on a un malaise. Et on a mal où? Dites-nous un peu. Ah, ça, on a mal à... On a un malaise, on se sent Pourquoi? pas bien. Parce que prandial, ça vient de prends-moi? Ben voilà, un peu. Une crise d'épilepsie. C'est quand on a trop mangé. Ah, on se rapproche un peu. L'indigestion. Non, non, on est pas mal, hein, attention. Prandial ne veut pas dire que ça soit grave, ni que on est mal quelque part. En fait, le malaise est post-prandial parce que, bon... Il est après ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'il se produit. Voilà. Quand on vomit. Le vomissement fait partie de ces malaises, oui. Donc c'est un malaise qui se produit... Par une nausée. Après, une fois qu'on a mangé. Voilà, après les repas, c'est dirait bon. quelqu'un de normalement constitué. Après parce qu'on que a je- mangé, dit maman, parce qu'elle est restée très simple en Après dépit que de son j'ai énorme mangé. succès. Mais non, mais c'est parce que je m'affole, je veux absolument donner la réponse et voilà, je Tu m'affole. te presses. C'est qu'on n'est pas bien quand on a mangé. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Et l'essentiel, que je c'était prends de donner la bonne réponse. Bah oui. Dernière citation de Monsieur Aubert, qui a dit « Vieillir, c'est quand on dit tu à tout le monde et que tout le monde vous dit vous Oh ben il est mort celui-là. Hein. ». Il est mort et tout le monde lui disait vous, parce qu'il est mort assez vieux. Il était français. Edgar Faure. Français, Oh non, il est mort depuis longtemps. un peu plus de 30 ans. Quand même. Ouais, ouais. C'est Mais les années 60, quoi. il a laissé bien prix de calcul mental pour Vincent Perrault, Il est pas mal non plus dans le genre. Un écrivain. un écrivain. Sacha. Non, dont on peut dire que l'œuvre, aussi bien dramatique que cinématographique que romanesque, lui survit. Pagnol. Pagnol. Excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.